Première question, votre café plutôt court ou long? Court. Court. Votre plaisir coupable? Je vais, Oui. pardon, ristretto, très serré. C'est comme ça qu'on dit en italien. Exactement. Bonsoir, mon invité aujourd'hui a des origines italiennes, mais il est né à Metz en 1958. Il est diplômé en droit, mais aussi en histoire, un domaine dans lequel il est très investi depuis son plus jeune âge. Président de Cité Monuments de Moselle depuis 2022, il est aussi impliqué dans de nombreuses autres structures et associations. C'est l'historien conférencier qu'il vous faut pour découvrir la Moselle et ses alentours. Joseph Silesi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors on va commencer par revenir sur votre parcours. Alors je le disais, vous êtes né à Metz, mais votre père est italien. Il s'est installé peu après la Seconde Guerre mondiale. Racontez-nous un petit peu. Oui, il fait partie, je dirais, de cette première vague migratoire de l'immédiat après-guerre. Mon père arrivant à Metz en 1946. Donc c'est vraiment l'immédiat après-guerre. Il arrive de Gênes où il résidait avant la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, ne trouvant pas de travail en Italie, il est passé par l'Office central de l'immigration de Milan et il a atterri, évidemment, comme bon nombre de ses compatriotes, dans la sidérurgie. Et il a travaillé jusqu'à l'âge de sa retraite dans le secteur de la vallée de la Fench. Racontez-nous un peu votre enfance alors à Metz. Alors c'est une enfance qui a été bercée justement par cette histoire italienne de mon père. Mes deux parents étaient italiens, ma mère était originaire de Calabre. Et donc, enfant à l'école primaire, j'ai eu cette chance de pouvoir apprendre l'italien que je savais déjà, puisque mon père et ma mère, ne pouvant pas se parler dans leur dialecte respectif, ne pouvaient que s'exprimer en italien. Donc mon italien, lorsque je l'ai perfectionné aussi bien au primaire, au collège, au lycée et à l'université, était un italien non pollué par un accent dialectal ou sarde ou calabrais. Et je faisais aussi partie d'une très jeune de la communauté italienne où il y avait des jeunes qui se retrouvaient tous les samedis après-midi pour parler de choses diverses et variées. Et autour de ce groupe de jeunes de la communauté italienne, il y avait, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, les temps ont changé et évolué, cette mission catholique italienne à la tête de laquelle il y avait un prêtre missionnaire italien qui venait d'Italie et qui était assisté par 3 religieuses missionnaires et qui donc pratiquaient des œuvres, disons, de bienfaisance au sein de la communauté pour les familles les plus démunies, les plus défavorisées. Et les jeunes, nous étions impliqués notamment dans la préparation de ce qu'on appelait la fête des parents, la fête des mères, des pères. Et donc on s'impliquait dans le théâtre, dans la musique, on organisait des petits concerts, des petites scénettes. Et donc ça a été formateur pour moi, avec d'autres camarades, bien évidemment. Et puis, pendant un certain nombre d'années, j'ai également fait partie de ce que l'on appelait l'équipe des grands clercs de la cathédrale. Et là, je rappelle à la mémoire de feu l'abbé Robert Bourgon, qui m'a initié à l'histoire, disons, plus à proprement parler, de la cathédrale. C'est de là d'où est partie votre passion pour l'histoire? Il me l'a communiqué, il me l'a transmise avec un autre prêtre, un chanoine qui s'appelait Théophile Louis, que je rappelle avec beaucoup d'affection, qui était un grand liturgiste, un grand organiste, responsable de la commission à l'époque, nous sommes dans les années 70, de la commission diocésaine d'art sacré, et qui m'a aussi transmis de manière virale cette passion, cet amour de la cathédrale, qui est un monument vraiment emblématique de la cité messine. Alors, vous êtes diplômé en droit et en histoire donc à Metz, mais vous avez passé aussi un baccalauréat en Italie, à Rome. Donc, quel est l'objectif? Là, c'est l'équivalence du baccalauréat Exactement, en France? tout à fait. J'ai fait reconnaître mon baccalauréat français, je l'ai fait convertir en baccalauréat italien, parce qu'à l'époque, je me suis dit, qui sait, peut-être suivre des cours à l'université de Rome, ou bien entrer peut-être dans l'administration italienne à Rome. Et puis bon, ça ne s'est pas fait, parce que là aussi, les aléas, les circonstances, je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, j'ai fondé une famille, et par conséquent, voilà, ceci explique cela. Alors depuis 1981, vous êtes en poste au consulat général d'Italie à Metz. On ne va pas trop s'étaler sur ce sujet, c'est surtout vos activités bénévoles finalement qui vous caractérisent. Vous êtes partout, Joseph. Alors je vais citer quelques-uns de vos rôles. Président donc, de l'association Cité Monuments de Moselle, on l'a dit au début. Membre de la commission des sites patrimoniaux remarquables de Metz Métropole. Délégué départemental adjoint pour la Moselle de la Fondation du patrimoine, référent patrimoine militaire.
vice-président de l'association Dante Alighieri, si je le dis bien. Exactement. Et membre fondateur de l'association Papoli Villa à Plappeville, et actuel président depuis 2023. La liste est encore longue. Comment vous faites pour gérer tout ça ? Alors c'est gérable, il est vrai que je me couche tard, mais cela dit, quand on s'organise bien et qu'on arrive à répartir le temps que l'on consacre aussi aux activités associatives, puisque j'ai un travail, donc après 18 heures, je me consacre à un certain nombre d'activités. Alors il est évident qu'on n'a pas de réunion tous les soirs, hein, on a une réunion mensuelle dans différentes associations, et puis en tant que président par exemple de Cité Monuments de Moselle, je ne suis pas seul, j'ai toute une équipe avec des vice-présidents, des commissions, donc mais je ne me limite pas à la fonction de président qui préside, je m'implique également dans des projets qui méritent, dans certains cas ou pour certains dossiers, pour le classement d'un monument, pour l'inscription à l'inventaire supplémentaire ou son classement au titre des monuments historiques. C'est un travail d'équipe, c'est un principe de collégialité. Et ce principe-là, il s'applique aux autres associations au sein desquelles je m'investis effectivement. Donc, quels sont les dossiers chauds peut-être alors en ce moment Alors nous avons suivi jusqu'à une époque récente le devenir de la caserne de Vallières à Metz-Devant-les-Ponts, avec un projet immobilier. Au départ, il y a eu un certain nombre de projets qui s'articulaient sur la façon de comment l'aménager, comment l'ouvrir, sur le quartier de Devant-les-Ponts. Ça, c'est un exemple. On est en train de s'inquiéter du sort et du devenir du site de l'ancienne caserne des pompiers avec la tour de séchage. Donc là aussi, il y a une réflexion qui se mène. On est à proximité de la Porte des Allemands, c'est un bâtiment de l'époque, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles on réfléchit. Et au sein de Cité Monuments de Moselle, nous avons une commission avec un certain nombre de membres. Cette commission s'appelle, à juste titre, les veilleurs du patrimoine. Et donc ces veilleurs veillent justement, sont attentionnés ou attirent l'attention du conseil d'administration, du bureau de manière plus restreinte, sur le devenir, le danger que peuvent présenter ou certains projets, ou malheureusement il y a eu un projet de cette maison à Colombage de Saint-Julien sur lequel on a perdu un recours contentieux devant le tribunal administratif. C'était une maison qui se trouvait dans la zone de servitude par rapport au fort de Bellecroix. Ça nous a énormément chagriné, mais bon, la justice étant ce qu'elle est, on respecte la décision du magistrat du tribunal administratif. Voilà, ce sont des actions sur lesquelles, même sur des ravalements de façade ou des choses sur lesquelles on estime, alors évidemment en lien et en concertation avec les élus, nous avons de très bons rapports avec les municipalités de l'Eurométropole, plus particulièrement au niveau de la ville de Metz, sur des projets où nous sommes allés un peu, disons, faire part de nos inquiétudes ou plutôt de notre curiosité sur comment le devenir. Je prends le cas de l'hôtel de Burteigne, place des Charons, comment le projet immobilier sur cet ensemble va se développer, ou le château de Mercy près de l'hôpital homonyme. Voilà, ce sont des choses. La maison de Bervillers à Sierques-les-Bains, d'époque Renaissance qu'on a pu protéger. Là, on est aussi intervenu au niveau de la Fondation du patrimoine. On a alloué donc des sommes importantes pour la restauration, la remise en état, la valorisation. Voilà, ce sont des différents domaines d'action et de compétences sur lesquels je suis vraiment heureux d'être l'un des acteurs, mais dans un principe toujours de cohésion de groupe et de collégialité. Alors vous êtes historien, conférencier dans à peu près tous les lieux symboliques, historiques de la région. Vous faites des visites, c'est ça? En allemand, français, italien? Je l'ai fait en français et en italien, bien sûr. Alors souvent, on me sollicite pour des visites guidées de la cathédrale ou de la ville de Metz, des visites en by night à la belle saison, de lieux remarquables. Le Mont-Saint-Quentin, le groupe fortifié, donc ces fortifications françaises de la veille de la guerre de 1870 jusqu'à la période de la fin de l'annexion. Voilà, c'est aussi le patrimoine fortifié étant riche pour la place forte que Metz fut jusqu'à une époque, je dirais, récente, et aussi l'une des cordes à mon arc sur laquelle je m'implique énormément. Joseph, on marque une petite pause dans cette interview. C'est l'heure de la pause café. Première question, votre café plutôt court ou long? Court. Court. Votre plaisir coupable? Pardon, ristretto, très serré. C'est comme ça qu'on dit en italien. Exactement. Votre plaisir coupable? Mon plaisir coupable, un très vieil Armagnac. Votre loisir favori? Me reposer. Ça fait du bien, j'imagine, avec un emploi du temps aussi chargé. Le meilleur moment de votre journée? La nuit?
pour se reposer. Aussi. Le défaut et la qualité que vous donneriez à un entretien d'embauche. La qualité sur l'entretien? La qualité Oui. personnelle. Organisé, volontaire, décidé et vouloir voir aboutir un projet ou des projets. Et le défaut? Vouloir trop foncer. Vouloir aller plus vite que la musique. Des fois, il faut savoir un peu temporiser. Alors, si vous pouviez emmener un seul objet sur une île déserte, qu'est-ce que vous choisiriez? Un livre. Pour passer le temps? Pour lire. Quelle est la personne qui a le plus gros impact dans votre vie, de votre entourage ou non? Qui a eu le plus gros impact? Alors, elles sont 3 les personnes. J'ai 3 enfants. La famille, c'est important pour vous? Oui. C'est une tradition héritée de la tradition italienne. Et bon, on reviendra tout à l'heure sur la tradition italienne. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Je ne cherche pas, disons, aller dans le sens où j'aimerais bien que mes interlocuteurs, mes amis, les gens qui me connaissent attendent quelque chose de moi. J'essaye d'être au plus proche sur le plan de l'humain, dans la relation à l'autre, le plus sincère possible, le plus disponible possible, quelquefois peut-être même trop disponible. Mais bon, ça c'est, je pense, une marque de fabrique que j'ai héritée de mon père. Donc on ne se refait pas. Si vous aviez une lampe d'Aladin, quel serait votre principal vœu? Pouvoir vivre tous en harmonie, dans la paix et dans l'équité. Principe de justice. Et enfin, où est-ce que géographiquement parlant, vous vous sentez le mieux, Joseph? À Metz? Alors, votre question est compliquée parce que je suis un Messin né natif, comme on dit, et j'habite à Platteville depuis 36 ans. Je suis très heureux à Platteville. J'adore Metz. C'est une très belle ville. Donc pas de choix, vous ne prenez pas de décision, vous ne tranchez pas? C'est très cornélien comme choix. Donc la réponse est plutôt difficile. Bon, on va revenir sur, vous n'allez pas me contredire je pense, sur Metz et cet aspect finalement italien à Metz, de par sa diaspora ou encore son architecture, mais ça c'est à vous de me le dire, vous allez en parler mieux que moi. C'est vrai qu'il y a une grosse identité italienne à Metz, en tout cas ce fut le cas. Oui, alors il y a une double identité dans cette très belle ville. Il y a l'identité humaine, donc la présence de cette communauté italienne qui est encore importante, et leurs descendants, bien évidemment. Ça, c'est l'un des aspects. Et l'autre aspect dont la matérialité est évidente aujourd'hui, parce que pratiquement un tiers de l'architecture de la ville est une architecture de style italien, de style transalpin. C'est quoi le style d'architecture italien? Alors, le plus évident, c'est surtout ces bâtiments de la place Saint-Louis, ces façades à arcades caractéristiques, ces échoppes et ces maisons typiques de la colline Sainte-Croix, notamment. Nous avons la maison du Lombard, rue des Récollets, le cloître des Récollets, le grenier de Chèvremont, la façade de la résidence d'Anoncelle en Exirue, une autre façade de l'hôtel de Eu, notamment rue de la Fontaine, qui sont des façades inspirées essentiellement de Toscane. Si on va à Sienne, on retrouve des éléments de façade. Si on va à Saint-Gimignane, on retrouve cette tour qui est celle aujourd'hui du Frac, rue des Trinitaires. Alors vous avez aussi enquêté par rapport à la cathédrale de Metz, une pièce unique du mécanisme de la cloche de la tour de la Mute de la cathédrale de Metz a été retrouvée fortuitement dans les manuscrits de Léonard de Vinci. Oui, alors ça a été une recherche et une découverte fortuite de longue haleine qui a pris plus de 30 ans, et par des recoupements de documents, de sources documentaires et avec des spécialistes de l'art campanaire, il s'avère que le mécanisme qui permet de faire fonctionner la mute à toute volée est un mécanisme dont on retrouve les croquis curieusement dans ce que l'on appelle le Codex Atlanticus de Madrid, qui est un ouvrage dense et qui est une somme de tous les dessins et de la pensée universelle dans le domaine mécanique notamment de Léonard de Vinci. C'est évident que Léonard de Vinci n'est jamais venu à Metz. Il est fort probable que des campanaires allemands avaient connaissance de cette technologie léonardienne couchée sur le papier et qu'ils s'en soient inspirés pour réaliser ce mécanisme que je qualifie entre guillemets de léonardien.
à telle enseigne que j'avais fait venir le conservateur dans les années 2000, le conservateur en chef du musée léonardien de Vinci au nord de Florence, Romano Nanni, qui est décédé depuis. Et je l'avais accompagné pour lui montrer la mute, le mécanisme, et effectivement, il nous rejoignait avec d'autres historiens et des spécialistes notamment de la question, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, si vous allez visiter le musée léonardien de Vinci, il y a une salle dédiée à la cathédrale, avec une reproduction en maquette donc, du mécanisme qui a été réalisé et offert comme mécénat d'entreprise par la société Bronze Industrie. Je crois qu'elle doit être à Amnéville, dans ces coins-là. Et donc, il y a ce lien aujourd'hui entre Metz, la cathédrale, la tour de la Mute, qui était un beffroi municipal, je le rappelle, puisque Metz était une république autocratique, indépendante jusqu'en 1552. Et donc, ce lien entre la Toscane, aussi par le biais du mystère léonardien dans l'art campanaire. Et la cathédrale de Metz que vous avez fait aussi découvrir à nos téléspectateurs il y a quelques mois dans Destination Moselle, oui. Avec Tim Gérard. On regarde justement un petit extrait. Arrivé à l'autre bout des combles, Joseph ne nous dit rien, mais en ouvrant la porte, une surprise nous attend. Waouh! Je veux pas trop me la raconter, mais c'est facile de se prendre pour le roi du monde quand on a une vue et un balcon pareil. Hein. Exactement. C'est magnifique. Elle est pleine de secrets, cette cathédrale, Joseph. En fait, c'est une chasse de verre qui renferme un certain nombre de secrets, des secrets qui sont magnifiés par les tailleurs de pierre, par leur savoir qui s'est transmis au fil des siècles, et qui est magnifié aussi par cette lumière que les vitraux restituent de manière absolument extraordinaire. C'est la première surface vitrée du monde chrétien. On est pratiquement à 6500 mètres carrés de superficie, dont la magnificence aujourd'hui dans la lumière, c'est cette dichroïcité extraordinaire des derniers vitraux de Kim Song-ja qui ont été inaugurés l'année dernière, en septembre 2022, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et donc, à travers la pierre et la lumière, c'est ce qui a notamment inspiré Marc Chagall pour la réalisation de ses verrières du déambulatoire. Il y a d'autres secrets, évidemment, qui ne sont pas accessibles de manière oculaire. Au public, il faudrait des jumelles ou il faudrait des longues vues, on va dire. Mais là où c'est d'une richesse absolument fabuleuse, c'est foisonnant dans les détails, ce sont les parties hautes de la cathédrale. Et j'aurai justement plaisir à présenter le 19 novembre prochain, dans la cathédrale, mon deuxième ouvrage intitulé « Révélation au pluriel », avec un certain nombre de photos réalisées en argentique, noir et blanc, dont le photographe est un ami, David Zornski, environ 80 planches photographiques, où pendant 2 ans, nous sommes montés tous les samedis après-midi pour mitrailler, enfin c'est pas moi qui mitraillais, moi je suis l'auteur du texte, et lui est l'auteur des photographies. Pendant 2 ans pratiquement, nous avons sillonné toutes les parties hautes de la cathédrale, dans les moindres recoins, les plus secrets, les plus retirés, et où on a cherché à mettre en lumière, à travers cette magie du noir et blanc, de l'argentique, ces fameux mystères, ces fameux secrets que la cathédrale nous proposera à travers la lecture de ce livre. Et donc le 19 novembre au matin, ouvrage qui sera présenté à la fois par Monseigneur Ballot, évêque archevêque de Metz, et François Grosdidier, président de l'Eurométropole de Metz et maire de la ville. Bien, c'est noté, le rendez-vous est pris, notez bien la date chez vous. Pour revenir sur l'Italie, Joseph, est-ce qu'aujourd'hui cette culture italienne se perd un petit peu à Metz? Non, pas du tout, bien au contraire. Elle est présente. Alors, il y a un certain nombre au niveau de l'œnogastronomie, il y a une présence de restaurants italiens qui sont quand même de qualité. Et puis, je constate avec bonheur que cette année, pour la 2e édition d'un événement d'importance intitulé Bellissimes, qui est co-organisé par le Consulat général d'Italie à Metz, la ville de Metz et la Chambre italienne de commerce pour la France basée à Marseille, place de la République, donc du 7 au 11 juin, où les expositions, les exposants, la majeure partie viendront
présenter une région qui sera la première région à l'honneur, la région Sardaigne. Donc il y aura de l'artisanat, de la bijouterie, de l'œnogastronomie, et il y aura aussi, dans le pôle central, la présentation de belles voitures italiennes avec des Vespa et des Fiat 500 d'époque, dont une sera dans le tricolore du drapeau italien, une Fiat 500 électrique. Électrique pour être raccord avec l'actualité. Exactement. Il y a aussi d'autres événements dans la région comme le festival italien. Alors, nous avons le festival du film italien qui a plus de 40 ans maintenant dans le PIO, qui est né autour d'une table, en buvant un café, en partageant des bières de trois comparses qui, en discutant, ont élaboré, ont échafaudé ce projet, qui aujourd'hui est un festival qui est reconnu sur la scène internationale pour la présentation de tout ce que l'Italie peut offrir de beau, de merveilleux, d'extraordinaire dans le domaine du 7e art. Et donc c'est à Villerue qu'il faut venir. Dernière question avant de passer à notre dernière partie, Joseph. Un thème complètement différent. Vous avez été président de Radio Jéricho pendant 8 ans. Quel rôle doit jouer aujourd'hui les médias dans la transmission de l'histoire? Elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'à l'heure des médias, de l'Internet, moi j'ai vécu le passage de la fin d'une radio associative qui était le pur produit d'une époque où les structures associatives de radio fonctionnaient d'une certaine manière. Et pour des raisons évidentes sur le plan financier, il a fallu changer de modèle économique et donc intégrer le réseau qui s'appelle aujourd'hui RCF. Donc, la radio s'appelle aujourd'hui RCF Jéricho-Moselle. Et ça a été pour moi une expérience très, très dense, très riche. C'était un monde que je ne connaissais absolument pas, donc ça a été une découverte absolument fabuleuse, extraordinaire. Radio associative, certes, mais qui, comme d'autres radios, sont là aussi pour diffuser. Alors quand je dis la bonne parole, je ne l'entends pas au niveau religieux, je l'entends au niveau de la communication et d'impliquer le plus grand nombre à la diffusion de la connaissance sur le plan des événements culturels, politiques, la vie sociale, tout ce qui se passe sur le plan de l'économie. Ça doit rester, la radio en fait reste là où le livre électronique a échoué. Aujourd'hui, le livre papier se vend très bien. Le livre électronique a connu un petit sursaut, un saut de puce. Voilà. Alors que la radio, elle est bien présente. On peut l'écouter en voiture, on peut l'écouter sur son téléphone, on peut l'écouter sur Internet. Et donc, elle est là pour diffuser de manière le plus large possible, en touchant les générations de 7 à 77 ans et même au-delà, les personnes jusque dans les foyers les plus éloignés de notre région. On va terminer maintenant cette émission, Joseph, avec l'addition. C'est parti. On conclut par une note un peu plus légère, comme d'habitude, un quiz. Alors le thème, bien évidemment, vous en doutez, l'histoire, celle de Metz et alentours. 10 questions, on fera le compte à la fin, alors même s'il n'y a rien à gagner ni à perdre. Est-ce que vous êtes prêt, Joseph? On y va? Je suis prêt. Allez, première question. Depuis quelle année la cathédrale Saint-Étienne de Metz est classée monument historique? Alors chaque fois, j'ai des propositions de réponse. Soit vous me donnez directement une réponse, soit je vous propose. Allez-y. 1925, 1930 ou 1935? Alors là, vous faites appel à ma mémoire défaillante, j'avoue. Je vous donne la réponse, 1930. Alors deuxième question, c'est pas très grave. Sur quelle place peut-on trouver une main gravée sur la façade d'une maison? Place Saint-Louis, place d'Armes ou place de la République? Place Saint-Louis, et elle est d'époque de l'annexion. Tout à fait, bonne réponse. Troisième question, quel est le style architectural du palais du gouverneur? Alors c'est un pastiche néo-gothico-néo-renaissance. C'est tout à fait ça. Moi j'ai néo-renaissance allemande. Exactement. Voilà. D'outre-Rhin. D'outre-Rhin. Quatrième question, en quelle année le pape Jean-Paul II est-il venu à la cathédrale de Metz? Là aussi il faut remonter un petit peu. J'y étais, j'étais cérémoniaire ce jour-là. C'est moi qui ai aidé le pape Jean-Paul II à s'habiller dans la sacristie. Ça doit être fin octobre 1987. 88. 87, c'est l'arrivée du nouvel évêque, Monseigneur Pierre Raffin. Oui, c'est 88. Mais certains 10 octobre 88, après un passage en Alsace, il avait pris la parole dans la cathédrale Saint-Étienne. Cinquième question, en mètres, quelle est la longueur du front du fort de Queuleu après sa construction? Fort de Queuleu, je l'ignore. Vous m'auriez dit fort de Plappeville, oui. Fort de Queuleu, désolé. C'était 800 mètres. Voilà. D'accord. Sixième question, sur combien d'hectares s'étend le groupe fortifié du Saint-Quentin? L'ensemble? Oui, l'ensemble. Alors le fort de Plappeville, c'est... alors l'emprise totale, on est à 1700 hectares environ.
Le fort de Plateville, 8 hectares et quelques. Groupe fortifié Saint-Quentin, on doit être à 20-22 hectares. Moi j'ai 77. Alors c'est avec les... D'accord, c'est avec les emprises annexes. Avec les emprises annexes. 7e question, au 19e siècle, le portail de la Vierge est refait par qui? Alors c'est une réflexion de Paul Tornoff. Très bonne réponse. Et avec les sculptures de Dujardin, qui était un Parisien qui connaissait notamment l'architecte allemand, qui était l'architecte de la cathédrale. Très bonne réponse. 8e question, avant la construction du nouveau palais du gouverneur, où siégeait ce dernier? Dans l'actuel palais de justice, dans l'abbaye Saint-Arnoux ou dans l'actuelle préfecture? Vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr. Avant la construction du nouveau palais du gouverneur, où siégeait ce dernier? Dans l'actuel palais de justice, dans l'abbaye Saint-Arnoux ou dans l'actuelle préfecture? Alors, je dirais l'actuel palais de justice, puisque c'était le siège du gouverneur militaire des 3 évêchés. Donc là, on est sous l'époque de l'ancienne monarchie. C'est une très bonne réponse. Dans l'actuel palais de justice. 9e et avant-dernière question, en quelle année 4 prisonniers s'échappent du fort de Queuleu par un conduit d'aération? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Je connais l'histoire du groupe Mario, donc où il y avait des résistants italiens. Mais si vous me demandez les noms de ces évadés, enfin de cette... Non, pas les noms, mais en quelle année? Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale? Le groupe... Deuxième Guerre mondiale, on est entre 1943 et fin 44. 44, oui. Tout à fait. Et enfin, dernière question, quelle est la hauteur de la tour de la Mutte sans et avec la flèche? Est-ce que vous pouvez me la donner comme ça? Tour de Mutte, je serai à 90 mètres. Normalement, il y a 88 mètres 60, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et avec la flèche? Avec la flèche, non, je ne sais pas. Ouais, c'est 88 mètres effectivement, et avec la flèche 93 mètres. 5, bon, 5 de plus. Pas loin. Félicitations et merci, Joseph. J'essaie de faire au mieux. C'était très bien. J'ai dû en décevoir certains pour les réponses sur la cathédrale. Il y avait quelques pièges. Une actualité particulière à nous donner, Joseph, avant de se quitter? Oui, alors un clin d'œil à nos frères et amis italiens avec ces épouvantables inondations qui ont touché l'Émilie-Romagne. En Italie, quand ce n'est pas l'Etna, où on vient de fermer l'aéroport de Catane en Sicile, quand ce ne sont pas les tremblements de terre, ce sont les inondations au sud de la plaine du Pô. Et là, je pense que nous devons avoir une pensée toute particulière pour eux. Et Moselle TV apporte bien sûr tout son soutien. Merci encore beaucoup, Joseph Silési, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un plaisir. Et puis merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.